Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Les autorités sanitaires signalent une progression nette de la grippe. L'Inde et l'Union européenne viennent de conclure un accord de libre-échange. Dans votre avis compte cette semaine, 34 communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Vos réponses dans un instant. Et le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule ce soir « Remplacer la canne à sucre et la banane, seconde partie ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui devienne demain, on ne saura pas les bienfaits du présent. Le lénacapavirre agit comme une sorte de colle moléculaire sur le virus du sida, bloquant les étapes de son cycle. Il ne présente aucune résistance au départ et a une efficacité même sur des souches résistantes aux autres traitements. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est moyen. Il en sera sans doute de même demain. Firat Cinco, considéré comme l'un des plus importants trafiquants de cocaïne en France, est jugé actuellement par la Cour d'assises de Paris. Il est notamment accusé d'avoir dirigé et organisé une route de la drogue qui partait du Venezuela jusqu'à l'Hexagone en passant par la Martinique. Un bateau en provenance de Sainte-Lucie a été intercepté le 25 janvier près des côtes françaises alors qu'il se dirigeait vers la Martinique. À bord, les douanes, appuyées par les forces armées aux Antilles, ont saisi plus de 105 kilos de cigarettes de contrebande et 5 kilos de cannabis. L'enquête a été confiée à la police nationale dans le cadre de la lutte renforcée contre les trafics aux Antilles françaises. La collectivité territoriale de Martinique souhaite lancer un appel à manifestation d'intérêt pour la valorisation et l'exploitation du parc des Floralies qui s'étend sur près de 5 hectares aux Trois-Îlets. Elle autoriserait donc son occupation par un opérateur privé. Les bienfaits du sport sont nombreux et sont parfaitement indiqués pour lutter contre la tendance à l'isolement qui accompagne fréquemment l'anxiété ou la dépression. Les chercheurs ont compilé 73 essais cliniques portant sur environ 5000 adultes. Par rapport à l'absence de traitement, les participants qui suivent un programme d'exercice voient l'intensité de leurs symptômes diminuer en moyenne d'environ moitié ou un peu moins. Aucun type d'exercice ne se détache clairement, cardio, renforcement, programme mixte, mais les protocoles combinant endurance et musculation avec 13 à 36 séances sont associés aux meilleures améliorations. L'effet reste très variable selon les personnes. Certains vont beaucoup mieux, d'autres peu, ce qui pousse les spécialistes à demander un grand essai clinique pour préciser quels formats sont les plus efficaces et combien de temps les bénéfices durent. Sur le plan des mécanismes, le sport agit à la fois sur le corps et le psychisme, augmentation de l'oxygénation et de la vascularisation cérébrale, stimulation de la neurogénèse, augmentation d'endorphines, baisse du cortisol, l'hormone du stress, mais aussi distraction des ruminations, renforcement du lien social et du sentiment d'efficacité personnelle. Les autorités sanitaires de pays comme le Royaume-Uni ou l'Australie recommandent déjà de prescrire l'exercice contre la dépression et en France, la Haute Autorité de Santé considère qu'un programme d'endurance plus renforcement, au moins 3 fois par semaine pendant 3 mois, peut être une première intention dans les formes de dépression légère à modérée ou un complément aux médicaments et psychothérapie dans les formes plus sévères. Cela permettrait aussi de limiter les rechutes.
Les autorités sanitaires signalent une progression nette de la grippe dans les Antilles, notamment en Martinique et en Guadeloupe, appelant à la vigilance des populations exposées, surtout dans les milieux scolaires et professionnels. Et à partir du 23 février 2026, une étude de traçage hydrogéologique sera conduite autour de la source Maurestin au Morne Rouge. Elle fournit en eau potable près de 70% des habitants de la côte nord Caraïbe, commandée par Cap Nord et menée par Antea Group. Cette étude vise à identifier les connexions entre la source et les cours d'eau voisins afin de sécuriser durablement le captage. L'opération, validée par la DEAL et l'ARS, utilisera des colorants fluorescents susceptibles de colorer temporairement l'eau pendant 24 à 48 heures. Ils sont sans danger, rassurez-vous. Après un défilé carnavalesque de grande qualité et qui a regroupé un nombre impressionnant de participants et de spectateurs, la ville du Lorrain, le pont de la Capote plus précisément, a été le théâtre d'un accident à moto très spectaculaire. Un homme de 30 ans a dégringolé de 10 mètres. Il a dû être secouru par les pompiers du GRIMP et transféré au CHU Pierre Zobda Kitzmann dans un état relativement grave. Sa passagère a été moins grièvement touchée. Elle a cependant, elle aussi, été hospitalisée. L'Inde et l'Union européenne viennent de conclure un accord de libre-échange. Ensemble, l'Inde et l'Union européenne représentent un quart du produit intérieur brut mondial et un tiers du commerce international. Rappelons également que l'Inde est désormais le pays le plus peuplé du monde avec 1,471 milliard d'habitants et son PIB a fait d'elle cette année la quatrième puissance économique mondiale derrière les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Afin de mesurer les enjeux de ce nouvel accord entre l'UE et l'Inde, il est intéressant de faire un point rapide de la situation actuelle des échanges entre les deux puissances. 8% des exportations indiennes vont vers l'Union européenne et 10 à 12% des importations indiennes viennent d'Europe. Moins que la Chine, mais plus que les États-Unis. Notons cependant que les produits qu'elle envoie en Inde ne représentent pour l'Europe que 2% de ses exportations totales. Du coup, l'Inde n'est que le 10e client de l'Union européenne. Il faut dire que le gouvernement indien a longtemps pratiqué une politique de droits de douane élevés, rendant son marché intérieur relativement difficile d'accès. Mais aujourd'hui, Inde et Union européenne ont une volonté commune, réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. En effet, près de 18% des biens importés par l'Inde viennent de Chine et 23%, soit près d'un quart des marchandises importées par l'Europe, viennent aussi de Chine. Il ne faut pas oublier par ailleurs que l'Inde est un pays en plein développement. L'Inde a en effet un besoin aigu de développer son secteur manufacturier afin d'être en mesure de créer des emplois à un rythme aussi soutenu que la croissance de sa population active. Or, New Delhi considère l'Europe comme une source indispensable des technologies et investissements dont elle a besoin pour y parvenir. Le gouvernement indien a d'ailleurs mis en place à partir de 2014 des programmes visant à attirer les investissements directs étrangers. De son côté, depuis la fin de la décennie 2010, l'UE a vu diminuer ses parts de marché dans le monde, en particulier dans les pays en développement qui importent de plus en plus de Chine. Et même pour les produits à haute technologie, les parts européennes du marché mondial s'érodent au profit des États-Unis ou d'autres membres de l'OCDE. Avec ses plus de 8% de croissance annuelle, l'Inde représente un marché d'autant plus prometteur pour l'UE que suite à l'accord récemment signé entre l'Inde et elle, les droits de douane indiens sur les véhicules européens doivent passer de 110 à 10%, ceux sur les vins baisser de 150% à 20%, et ceux sur les pâtes ou le chocolat, actuellement à 50%, être totalement supprimés.
Bruxelles estime ainsi à 4 milliards d'euros le montant annuel de la réduction de ces taxes. Le gouvernement va envoyer une lettre aux Français de 29 ans pour les inciter à avoir un enfant. L'objectif est de sensibiliser à la baisse continue de la natalité. Cette démarche s'inscrit dans une réflexion plus large sur le renouvellement des générations. Cette initiative suscite déjà interrogations et critiques. Et à Casse-Pilote, la situation autour de l'eau potable interroge. Pendant plusieurs jours, les habitants ont constaté une eau trouble, parfois brunâtre, accompagnée de dépôts visibles au robinet, la rendant impropre à la consommation. De nouvelles analyses ont été menées ces dernières heures et concluent à un retour à la conformité sanitaire. Malgré ces assurances, l'inquiétude demeure au sein de la population dans l'attente d'explications claires et durables. La nouvelle proposition de loi Duplon est jugée provocatrice par le collectif Nourrir, qui regroupe des organisations agricoles et environnementales. Le collectif estime que le texte est éloigné des revendications portées lors des mobilisations agricoles. Il dénonce l'absence de réponse sur les revenus et les conditions de travail. La colère du monde paysan reste vive malgré les annonces gouvernementales. Et puis l'INSEE Antilles-Guyane poursuit jusqu'au 14 février dans les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 21 février dans les autres, une campagne de recensement national qui impacte directement plusieurs localités martiniquaises, invitant les résidents à coopérer pour des données complètes. Donald Trump menace de frapper de plein fouet l'aéronautique canadienne, en particulier Bombardier, au risque de déstabiliser tout le trafic régional nord-américain. À travers une nouvelle offensive commerciale, le président américain dit vouloir imposer une surtaxe douanière de 50% sur tous les aéronefs vendus aux États-Unis par le Canada et menace même de retirer la certification de leurs avions, notamment les jets d'affaires Global Express et plus largement tous les avions fabriqués au Canada. Cette pression s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes avec Ottawa, alors même que l'accord de libre-échange ASEAN, successeur de l'ALENA, permet théoriquement aux produits aéronautiques de ne pas être soumis à des droits de douane. Donald Trump justifie sa colère par le retard, selon lui injustifié, de l'autorité canadienne de sécurité aérienne à certifier certains Gulfstream déjà validés par la FAA américaine et l'EASA européenne. Pour Bombardier, l'enjeu est majeur. Le constructeur qui assemble ses jets d'affaires Global et Challenger au Canada emploie aussi environ 3000 salariés aux États-Unis et exploite des sites de maintenance et une usine militaire à Wichita. Toucher à leur certification reviendrait à frapper non seulement Mitsubishi mais aussi le Japon et à perturber profondément le trafic régional. Selon un expert, jusqu'à 50% du trafic régional américain pourrait être immobilisé si ces avions ne pouvaient plus voler. Cela affecterait directement les compagnies comme American Airlines via American Eagle et Delta Airlines. Au total, plus de 5000 avions fabriqués au Canada et immatriculés aux États-Unis sont aujourd'hui en service, sans compter les Canadair de lutte contre les incendies. Au-delà du choc économique, plusieurs spécialistes jugent la base juridique de ces menaces très fragile. En principe, on ne peut pas retirer la certification d'un avion pour des raisons politiques ou commerciales, mais seulement pour des motifs de sécurité. Un tel précédent offrirait à d'autres États un instrument de rétorsion redoutable contre l'ensemble de l'industrie aéronautique mondiale, y compris les constructeurs américains comme Boeing et de nombreuses compagnies. Les impacts politiques internes ne seraient pas neutres non plus. La mise au sol d'une flotte aussi importante pénaliserait particulièrement les États ruraux conservateurs, très dépendants du transport aérien, faute de réseaux ferroviaires performants.
Des petites communautés se verraient isolées et les aéroports régionaux, essentiels pour alimenter les grands hubs comme New York, seraient menacés économiquement. Airbus, de son côté, reste très prudent. Le groupe européen pourrait être touché indirectement. La production américaine offre une forme de bouclier contre une surtaxe ciblant les appareils Made in Canada, mais le constructeur se garde de tout commentaire public, misant sur l'idée que cette crise pourrait disparaître d'elle-même si les enjeux de sécurité et de continuité du trafic l'emportent sur la logique de confrontation commerciale. Le carnaval martiniquais et plus précisément les jours gras qui se dérouleront du 15 au 18 février mobilisent déjà les médias et les acteurs culturels. Les festivités pré-carnavalesques se poursuivent avec la parade nocturne Bête à Fée qui a attiré à Fort-de-France plusieurs milliers de participants et spectateurs samedi. Air Antilles, qui ne détient plus d'autorisation de voler, mais qui possède encore du matériel, des avions notamment, a lancé un appel à la recherche d'un repreneur. Rappelons que cette société emploie pas moins de 117 personnes. Elle reliait Fort-de-France à Pointe-à-Pitre, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Des fouilles archéologiques continuent au quartier du Mouillage à Saint-Pierre. Elles devraient durer jusqu'au mois de mars. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. 34 communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Nous vous écoutons. Communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Non, je ne pense pas. On a toujours eu 34 communes et jusqu'à maintenant, ça n'a posé aucun souci, aucun problème. Hein. Donc, pourquoi changer? C'est-à-dire, je ne dis pas vraiment tout, mais je dis quand même que vu la population que nous avons en ce moment, on voit des communes qui sont ce sont pratiquement des quartiers. Mais 34, ça fait beaucoup quand même. Pourquoi pas? Enfin, je ne pense pas réellement. Non, pour moi, ça m'est indifférent. Non, pas du tout. Eh bien, 34 communes par rapport à la superficie de la Martinique. Ça te va? Oui, ça me va. Et on a tout ce qu'il nous faut dans les 34 communes. C'est pas trop, non? Pourquoi? Pourquoi? Ben, ça nous permet d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Et puis oui. Non, ça va. Les communes sont bien occupées. Pour moi, ça va, tranquille. Ouais. Et pour madame? Ben oui, ça me dérange pas. Et puis il y a beaucoup de monde à Martinique. Non, pas du tout. Pas du tout. Du tout. J'ai toujours connu avec 34 alors, donc c'est bon. 34 communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Non, ce n'est pas trop. Je trouve que ça a toujours été, donc pourquoi changer? Oui, c'est un peu excessif. Je trouve que c'est un peu trop, 34 communes. Et pour monsieur? Moi, je dis ça va. 34, ouais. Pour une île, ça va, ouais. Non, ce n'est pas trop. Parce que je pense qu'il y a tellement de problèmes en Martinique qu'il faut mieux qu'il y ait 34 maires pour les traiter. Non. Eh bien, c'est le développement. Où soit tu vas mettre les gens, tu les as pas fait. S'il n'y a pas les 34 communes, il faut s'ils sont à l'école au Vauclin, bon, il faut le développement. Non, on ne peut pas rester sans le développement. On retourne tout en arrière. Non, absolument pas. Pourquoi changer? Non, moi ça me va comme ça. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons maintenant le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Remplacer la canne, seconde partie. Nous en sommes convaincus,
À ce moment précis de l'histoire de la Martinique, la voix des économistes, leurs constats et leurs propositions sont fondamentales. C'est pour cela que nous n'hésitons pas et que nous sommes même heureux de véhiculer autant que nous le pouvons la parole de Jean-Marie Nolle, ce très prolixe économiste guadeloupéen, en nous réservant le droit, bien entendu, d'exprimer éventuellement notre désaccord avec tel ou tel propos. Écoutons-le encore une fois, en tout cas. La Guadeloupe ne peut plus se contenter de reproduire un modèle agricole conçu pour un autre siècle, dans un autre contexte économique, climatique et sanitaire. Les grandes évolutions en cours imposent des choix courageux. Cette transition agricole ne peut toutefois être pensée comme un simple rééquilibrage des productions primaires. Elle doit s'inscrire pleinement dans une stratégie plus large d'industrialisation de la Guadeloupe à l'horizon 2040, fondée sur des unités de transformation à taille humaine, ancrées dans les territoires et orientées vers la création de valeurs ajoutées locales. Le véritable enjeu n'est pas seulement de produire autrement, mais de transformer sur place, de structurer des chaînes complètes allant de l'élevage et des cultures associées jusqu'aux produits finis agroalimentaires capables de répondre aux standards sanitaires européens et aux attentes des marchés régionaux et hexagonaux. Dans cette perspective, l'élevage devient un socle industriel potentiel. Abattage, découpe, transformation de viande, production de charcuterie, de plats préparés, de protéines transformées ou de produits laitiers adaptés aux contraintes climatiques locales constituent autant de débouchés industriels aujourd'hui largement sous-exploités. De petites unités agroalimentaires réparties sur l'archipel permettraient de limiter les coûts logistiques, de sécuriser les débouchés des agriculteurs et de créer des emplois qualifiés non délocalisables. Ce modèle rompt avec la logique d'exportation brute de matières premières qui a longtemps prévalu et qui a condamné l'agriculture guadeloupéenne à une dépendance structurelle aux aides publiques. L'intégration de l'agriculture à un tissu de micro-industrie agroalimentaire répond également aux contraintes climatiques futures. À l'horizon 2040, cette approche pourrait constituer un pilier d'une souveraineté alimentaire partielle tout en alimentant les marchés touristiques régionaux et, de manière ciblée, caribéens, voire hexagonaux. À l'horizon 2040, c'est cette capacité à relier transition agricole et industrialisation pragmatique qui conditionnera la crédibilité de nouveaux modèles de développement fondés non plus sur la survie des filières, mais sur la création durable de valeurs et d'emplois sur le territoire. Privilégier la filière de l'élevage à partir de prochains processus d'industrialisation, c'est accepter de regarder l'avenir plutôt que de s'accrocher au passé. C'est répondre aux nouvelles réalités de la France et de l'Europe et c'est surtout redonner à l'agriculture guadeloupéenne une perspective de viabilité, de souveraineté et de dignité économique. Fin citation, et c'est donc signé Jean-Marie Nolle. Voici donc là les propositions d'un économiste antillais qui réfléchit. On observera que ce qu'il souhaite privilégier, c'est l'élevage, une activité qui n'est que marginalement accrochée à la terre et qui n'a jamais véritablement traversé notre histoire. C'est sans doute cependant une excellente idée. On peut observer également que gagnant de l'argent, beaucoup d'argent en se contentant d'exploiter la banane fruit, les professionnels de ce secteur n'ont pas pris la peine de chercher tout ce que l'on pourrait en tirer d'autre grâce à l'agro-industrie. Ou même, ne peut-on imaginer que la banane légume, sucrée, notre banane jaune, ou pas, notre tinet, pourrait faire carrière en Europe, étant bien entendu que l'Europe ce n'est pas seulement la France. Et ne peut-on vraiment tirer de la canne à sucre que le rhum et le sucre? Autant de questions qu'il faut se poser, tout en réfléchissant effectivement à développer une activité agro-industrielle basée sur l'élevage. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, ce soir, notre rubrique santé s'intéresse aux fibromes utérins. Les fibromes correspondent à des excroissances du muscle utérin.
Ce sont des tumeurs bénignes, mais qui peuvent atteindre des dimensions considérables, plusieurs centimètres. Certaines femmes peuvent aussi en avoir beaucoup, parfois jusqu'à une dizaine, voire une quinzaine de fibromes. Les deux principales complications des fibromes sont soit des règles très hémorragiques, soit un fibrome qui devient particulièrement volumineux, pouvant par exemple atteindre le volume d'une grossesse de 3 à 4 mois. Si vous n'avez pas ces complications, il ne faut rien faire. C'est par exemple le cas d'une femme qui a un fibrome utérin de 3 ou même de 8 cm, qui ne saigne pas davantage pendant les règles et dont le fibrome n'augmente pas de volume et ne la gêne en aucune façon. Seuls quelques exceptionnels cancers utérins appelés sarcomes sont pris à tort pour des fibromes. Le fibrome, lui, ne dégénère jamais en cancer. La fréquence des fibromes utérins augmente fortement à partir de 40 ans. Les femmes ménopausées en ont donc très souvent, 25% d'entre elles. Mais la question n'est pas d'en avoir ou pas. La question est de savoir faire le tri entre ceux qui sont des fibromes dits compliqués, règles hémorragiques ou volume important, et les autres qui sont stables et qu'il ne faut pas toucher. Il est intéressant de les diagnostiquer car ils sont assez faciles à enlever en passant par les voies naturelles. On procède par hystéroscopie sous anesthésie générale et on rabote au maximum dans la cavité utérine. Cette intervention est définitive, excepté si le fibrome présente une extension dans le muscle utérin, car celle-ci pourra alors être à l'origine de récidives. Pour être mieux informé, consultez votre médecin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Sarah Verne, Hugues Blanzy, Marie-José Joseph, Sima Laouché et Roland Laouchi. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée, prenez soin de vous, bonne semaine, à demain et que Dieu garde la Martinique.